Merci pour l'invitation. Moi, je pense que j'ai vraiment aimé votre présentation parce que ça m'aide un peu à présenter une autre perspective, puisque le thème de cette conférence, cette fois-ci, c'est de l'intégration à l'innovation. Donc, j'ai parcouru un petit peu le monde. Donc, la réflexion que je fais, c'est plutôt en sortir un peu de contexte français-européen et de voir un peu ce qui se fait autre part. Pas dans le but de montrer un exemple meilleur ou moins meilleur, c'est plutôt de créer un espace de dialogue. Hein. Donc, c'est comme ça que j'ai la présentation. Donc, moi, je fais beaucoup de recherches dans le domaine de Emerging Technologies. Donc, je fais surtout la recherche pédagogique, la recherche technologique, la recherche innovation. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui parce que ce n'est pas le but de cette présentation. Je vais plutôt ouvrir une fenêtre vers l'Asie et puis après montrer quelques éléments qui pourraient être intéressants et qui pourraient être une plateforme de collaboration. Parce que je pense que dans ce domaine-là, il faudrait plutôt s'ouvrir au monde et donner chacun sa perspective, et je pense pour le meilleur de tout le monde. Premièrement, pourquoi je suis intéressé par l'Asie? Parce que je suis intéressé par les coins du monde qui sont progressifs dans le sens où il y a une activité qui se passe. Donc, on n'est pas dans un mode statique où il faut pousser les choses. Il y a 3 régions dans le monde qui bougent vraiment. Il y a l'Amérique latine, il y a l'Est de l'Europe et il y a l'Asie du Sud-Est. Donc moi, je vais me concentrer sur l'Asie du Sud-Est, mais je travaille beaucoup aussi avec ces autres régions. Et ça a une particularité spéciale. Donc, et je reviendrai plus tard avec un modèle qui vous montrera pourquoi il y a une différence entre les zones qui sont progressives, qui sont en phase de développement active, et les autres qui sont dans un genre de phase, disons, beaucoup plus stable. Donc l'Asie, c'est grand. Hein. C'est comme je vous parlais de l'Afrique, c'est un peu... Il ne faut pas généraliser. Donc même au sein de l'Asie, il y a des différentes sous-régions. Et quand on voit en fonction de Serious Games ou de e-learning, il y a des disparités énormes. Mais ce qui est apparent, c'est que c'est une région qui bouge pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a... c'est des gros pays, donc c'est des pays qui ont des grosses demandes en formation continue, où il y a des challenges au niveau de la santé qui sont significatifs. Donc on s'approche vraiment sur la technologie de différentes manières parce qu'on voit ça comme une solution. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand on commence le genre de projets qui sont dans cette région-là ne sont pas des projets pilotes. Le but est le facteur principal dans ce genre de recherche, c'est de pouvoir, ce qu'on a scale-up, c'est qu'il faut qu'il y ait un impact national direct. Donc, la plupart des universités ou des organismes dans cette région-là n'ont pas une idée universitaire, mais ils essayent d'adresser les régions. Donc, ce qui est important au niveau de Serious Games, donc je vais prendre Serious Games, c'est que c'est une région qui se développe game en tant que phénomène culturel est vraiment intéressant. C'est-à-dire, c'est du plus jeune âge à 90 ans. Le game, ça fait partie de la culture asiatique. Donc, c'est à la base, il y a une fondation de jeu qui est très intéressante et c'est pour ça que c'est un domaine de prédilection dans le domaine de la recherche. Il faut aussi voir, quand on voit une perspective avec le reste du monde, presque 50% de ce qui se passe dans ce domaine-là, c'est en Asie. C'est vraiment marquant. Je vous encourage d'ailleurs de faire un peu le tour de cette région-là, de voir un peu qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Malheureusement, ce genre de choses n'est pas diffusé, n'est pas publié, n'est pas visibilisé, mais c'est un domaine qui est très, très, très vivant dans ce domaine-là. Et quand on relativise avec, si on arrive juste à prendre l'Europe et le Middle East et l'Afrique, on est juste à 24%. Et en Asie, donc c'est très, très, très présent et énorme. Maintenant, je vais prendre un exemple. Moi, je vis à Singapour, donc je vais extrapoler plus tard. Alors, ce qui est important de comprendre maintenant quand on rentre dans cette région-là, c'est que le système de santé est différent. Donc, il est différent dans la mesure où cette région est déjà digitalisée à presque un très très grand degré. Donc on n'est pas dans une région où on est en train de mettre en place une digitalisation de la santé ou e-santé. C'est déjà en place à un niveau national.
dans la mesure où déjà e-government, c'est déjà fully deployed. C'est un milieu qui est un peu différent. Donc, pour moi, il est plutôt intéressant, côté académique, de voir un petit peu un autre type de contexte qui n'est plus en phase d'intégration, implémentation, mais plutôt en train de se poser la question comment continuer à innover. Il y a des aspects intéressants, comment, quand une société est digitale, les aspects sociologiques, aspects éducatifs. C'est aussi un pays qui investit beaucoup dans ce domaine à tous les niveaux. Au niveau pour moi, il y a 3 niveaux. Il y a le data, il y a les applications. Donc, c'est un investissement qui se fait. Donc, en général, il n'y a pas de gros problèmes au niveau ressources. C'est plutôt au niveau de qualité de recherche. Et il y a des supports au niveau académique pour aider les compagnies à se lancer, à tous les niveaux. Donc, c'est un exemple qui n'est pas unique d'ailleurs. Donc, il y a environ 4 domaines qui sont très très prioritaires pour la simple raison que c'est une priorité pour la nation. Il y a le domaine de la santé qui est il y a le domaine de ce qu'on appelle productivity parce que on arrive à un moment où la population a vieilli et il y a 2 moyens de faire ça. Puis il y a aussi tout ce qui est le support de la société et puis il y a l'apprentissage. L'apprentissage, donc ces 4 domaines-là sont, disons, déjà à un statut très avancé au niveau technologique. Et puis il y a toute l'infrastructure qui est en place. Ça veut dire qu'on avait entendu parler hier du désert médical et tout ça. Bon, Singapour, c'est pas grand, mais il y a une couverture totale à tous les niveaux d'accessibilité à n'importe où. Donc ça, c'est déjà en place, mais il y a aussi les régulations. Donc, quand on arrive à ce niveau-là, il y a tout ce qui est policy régulation. Il y a un statut très avancé de protection de l'information de la personne. Et ça, c'est aussi intéressant à voir. Et l'autre problème, quand on commence à avoir un environnement digital, il y a plein de petits. Alors, au niveau de la santé, ce qui se passe aussi, et ce qui se passe dans beaucoup de pays, c'est un shift, il y a un changement du modèle de santé. Donc il faut se rappeler qu'on ne travaille pas avec un modèle statique, c'est un modèle qui se réforme tous les 5 ans. Donc en ce moment, ce qui se passe, on est en milieu de la phase, c'est que le rôle de l'hôpital n'est plus un rôle central. Donc le système, c'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir les importeurs, si vous voyez en haut à gauche, c'est la maison. Donc il y a beaucoup de services qui vont vers le patient, chez lui, vers la personne chez lui. Puis après, en vérité, ce qui se passe, c'est qu'au centre, c'est Community Center, c'est un peu un centre de santé qui est local, qui est au niveau du quartier, qui fonctionne comme le centre de gravité du système de santé. Je pose ça parce que ça influence directement l'apprentissage, qui est important. Et après, il y a l'hôpital, bien sûr, et il y a la société. Ça, c'est le mouvement qui est pas seulement au niveau de Singapour, mais au niveau, je dirais, asiatique. C'est qu'on n'est plus en train de construire des hôpitaux comme une autre centrale, mais c'est plutôt... Il y a aussi, dans ce genre de société, la technologie commence à rentrer très très fortement, c'est-à-dire qu'il y a la robotique, c'est-à-dire l'automatisation. T'as trouvé ça? Donc ça, c'est, à part le changement de système de santé, l'infrastructure qui est en place, maintenant on est vraiment en phase de robotisation. Donc il y a un gros mouvement de artificial intelligence au niveau de la recherche, qui d'ailleurs même dans le domaine serious games, qui se met en place. Et il y a plusieurs, il y a le côté technologique, il y a le côté sociologique et éthique. Donc il y a un grand débat en ce moment, quel est le rôle de la technologie, quel est le rôle des technologies dans l'apprentissage, dans le système de santé. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que dans ce domaine-là, on ne différencie pas la santé de l'éducation. Dans l'éducation, on ne différencie pas. Il n'y a pas de mur entre les deux. Et je vous montrerai comment on a essayé d'adresser ça. Alors, je suis passé du système de santé, juste pour vous donner une idée comme ça, vous comparez un peu en fonction d'où est-ce que vous venez. Donc, c'est très dynamique et ça continue. Et il y a les drivers, c'est le personnel. Il y a 2 choses qui se passent avec le personnel de santé, c'est qu'il n'y en a pas assez. Il n'y en aura jamais assez. Et deuxièmement, c'est le rôle de chaque type de personne qui change. Et il faut mettre en place une formation continue de upskilling. Parce que la technologie avance, le modèle change. Donc c'est tout un mindset d'ailleurs qui est complètement différent. C'est-à-dire que personne ne s'attend à ce que ce soit statique. Tout le monde est dans une dynamique
positive et dynamique de changement. Et on peut se poser la question, donc, comment travailler dans ce genre d'environnement pour la recherche et tout. Donc je descends à un niveau exemple pour justement un previous speaker, là où je travaille, l'école de médecine. Donc comment on a résolu ça en Singapour? Bon, c'est pas un gros pays, il y a quand même 6 millions. C'est qu'on a divisé le pays en 3 zones. Et moi je suis dans cette zone-là centrale. Et chaque zone s'occupe environ de 2,5 millions de personnes. Donc une région Paris multiplié par 3. Et dans ces zones-là, après, dans chaque zone, il y a une école de médecine, une fac de médecine, et puis dans chaque zone, il y a tout ce qu'il faut pour côté santé, de community center aux hôpitaux spécialisés. Donc ces 3 régions-là commencent à se consolider maintenant sur le point de vue éducation de base, de continu, mais aussi recherche. Donc c'est là où c'est mon playground. C'est mon playground. C'est assez grand. Il y a 2,5 millions de personnes. Il y a tous les niveaux de santé. Il y a les systèmes d'éducation, la recherche. Et aussi, ça nous donne, c'est pour nous, en tant qu'académique, c'est un contexte de recherche. Donc c'est accessible pour... Alors dans cette école de médecine, voilà, c'est pour montrer un peu. Alors ça c'est un exemple de... Moi j'ai zoomé maintenant un peu plus bas. Notre fac de médecine est là. Alors elle est en plein milieu de tout le reste. Donc il n'y a pas vraiment de mur à partir de... Ça c'est l'hôpital, il y a l'hospice, il y a Skin Center. Donc déjà le milieu, l'environnement qui se construit maintenant n'est plus un environnement séparé. Et ça c'est là où on est. Donc à Singapour il n'y a pas beaucoup de place. Donc on ne construit pas en largeur, on construit en hauteur. Donc on nous a construit un immeuble de 20 étages, c'est la fac de médecine. Pour revenir sur le modèle pédagogique, donc il y a le prochain aspect qui est important, c'est quelle méthode. Alors la plupart des facs de médecine et tous ceux qui se réforment maintenant en Asie n'ont plus de cours cathédraux. Chez nous, on n'a pas un seul cours cathédral. Donc ça n'existe pas. Donc ça n'existe plus chez nous, ça n'existe pas. Pour la simple raison, c'est qu'on revient aux théories d'apprentissage et it doesn't make any sense, c'est à perte de temps. Par contre, ce qui se passe maintenant, c'est que les environnements qui sont construits sont des environnements collaboratifs. Donc dans l'immeuble de 20 étages, il y a 4 étages avec que des endroits collaboratifs. Donc il y a des grands, c'est-à-dire de 200, 300 étudiants, jusqu'aux petits à 50. Donc le prof à sa disposition des milieux collaboratifs où il ne peut pas se mettre debout en train d'avoir il est dans un milieu collaboratif. Et pour la technologie est complètement intégrée, c'est-à-dire on voit rien, on voit pas, mais en vérité il y a tout, il y a chaque étudiant a un iPad, mais c'est pas un problème leur iPad, c'est que derrière il y a le data qui est collecté, le prof regarde ce qui se passe, peut gérer le cours à 220 personnes. Et il y a aussi, ce qui est important, c'est qu'il y a un processus. Par exemple, dans ce cas-là, dans nos médecine, à notre fac, on utilise Team-Based Learning, donc il y a un processus. Ce qui fait que le rôle du prof, il y a 2 types de profs. Il y a le facilitateur, celui qui fait bouger le processus à travers les phases et puis il y a l'expert, c'est-à-dire l'expert qui répond aux questions en fonction de ça. Donc ce qui se passe dans ce domaine-là, par rapport à mon expérience en Europe, il y a 2 choses qui se passent. C'est facile de faire du flip classroom dans la mesure où il n'y a pas de lectures, on a tout digitalisé, ils ont accès à tous les cours, ils ont tous les cours. Mais deuxièmement, c'est plus facile de recruter des cliniciens parce que tu n'es plus obligé la veille de te faire ton petit PowerPoint et de batailler, de faire un petit truc. C'est-à-dire que puisque le contenu est de qualité et tout, on a vu une tendance d'avoir des cliniciens à un niveau très senior, de venir parce que leur rôle devient expert. Ils ne sont plus supposés être experts en pédagogie, ils sont experts dans leur domaine. Par contre, il y a toujours un facilitateur qui est pédagogue, qui fait en sorte que l'apprentissage reste au centre d'eux. Et là, je vous encourage à visiter, c'est impressionnant dans la mesure où ça marche. Et là, ça m'a donné beaucoup de choses à faire parce que là, j'ai tout le data de recherche. À propos, on est maintenant en phase de créer des formes adaptives learning. Il y a une table derrière dont je voulais la mettre, parce que j'avais entendu que tu m'as dit ça. On a ça. Donc, alors il y a dans le domaine, si on descend dans un certain domaine précis, dans le domaine anatomie, bien sûr, il y a la bataille entre il faut faire dissection ou bien faire prosection, tout ça.
Là, c'est plutôt prosection. Donc, il y a beaucoup de technologies qui sont alignées. Donc, il y a un alignement de technologies où ça, c'est plutôt fait partie. Donc, ce qui est important, c'est pas la technologie, c'est de l'aligner avec les autres modalités. Hein, et on utilise beaucoup 3D printing, des tables et tout ça. Mais ça, c'est déjà en place depuis des années. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette fac de médecine appartient à deux universités, NTU à Singapour et Imperial College. Ce qui se passe maintenant, c'est quand on crée des nouveaux milieux, c'est ce genre de milieu qu'il faut créer, c'est-à-dire que c'était des immeubles, ça ressemble à, je sais pas, Star Wars thing, mais ce qui est important, c'est qu'à l'intérieur, c'est des espaces collaboratifs. Donc on ne construit plus tout ça c'est détruit, c'est refait. Même s'il y a des phases transitoires, par exemple, on peut avoir un travail collaboratif dans ces milieux-là, il faut juste faire des petits changements. Mais c'est ça qui est en train d'être créé maintenant, hein, et qui fait que ce qui se passe aussi, c'est que d'un coup, il n'y a plus de limitation entre l'éducation et la recherche, parce que ces milieux-là sont pour les séminaires de recherche, pour l'éducation. Donc il y a une dynamique qui se passe, et on peut se questionner, donc le rôle de technologie devient assez différent. Donc j'ai fini avec la fac de médecine, je reviens au niveau de l'Asie. Donc ce qui se passe, c'est que Singapour, c'est un petit truc ici, c'est qu'on voit ce mouvement se répéter un peu partout. Il y a trois grosses régions en vérité en Asie. Il y a la région indienne, il y a la région malaye, et puis il y a la région chinoise. Et ce genre de modèle est répliqué un peu partout maintenant à une vitesse assez intéressante. Bien sûr, je reconnais que c'est plus simple de faire ça quand on construit une université que de le faire, mais il y a des bons exemples d'universités qui ont réformé leur système d'enseignement, leur développement. Et la raison pour laquelle je parle de ça, c'est qu'à la fin de compte, on peut développer des serious games, mais le contexte a une importance cruciale dans ce. Donc je reviens au sujet intégration à innovation, puisque moi je suis plutôt intéressé par la dynamique d'innovation, puisque dans notre contexte à nous, l'intégration est ce non-issue. Hein, on n'est pas là en train de justifier l'importance d'une technologie, on est plutôt là pour trouver comment on va continuer à rester innovant, parce que tout bouge, comme vous avez dit, les étudiants changent de profil, les contextes changent de profil, les demandes de la société changent, donc on ne peut pas rester dans un système d'innovation statique où il faut passer à une étape, il faut trouver un modèle qui soit dynamique, et soit évolutif, soit... Alors là, je voudrais montrer aussi que, en même temps, ça doit fonctionner pour les différents types d'apprenants, mais dans notre contexte, on ne peut plus ignorer la formation continue, c'est là où il y a le développement. On ne peut plus non plus ignorer l'apprentissage des patients. Patient Education a été incorporé, donc Medical Education, dans notre perspective, inclut les undergrads, les health professionals, mais aussi les patients. Et les patients, il y a deux types de patients chez nous. Il y a les patients, bon, soit c'est l'éducation pour behavioral change et tout ça, mais il y a aussi beaucoup de patients éducateurs. Donc chez nous, il y a les standardized patients, mais il y a un nouveau rôle de patients qui arrivent, qui sont des patients éducateurs. C'est-à-dire que c'est assez intéressant. Là, je pourrais faire passer les slides, mais maintenant je suis passé à l'innovation. L'innovation, c'est pas difficile. On peut innover dans n'importe quel domaine. Ça, c'est une référence. C'est un truc européen. Donc en vérité, la question, c'est pas d'innover, c'est de choisir son domaine d'innovation. Donc quand on parle d'innovation, il faut quand même relativiser dans quel domaine. Et je pense que c'est là où il y a les différentes priorités. Par exemple, je vous ai montré un exemple, on a innové dans l'infrastructure, on a innové dans content curricula, on a innové dans des learning practices, mais je dirais que ce n'est pas la littérature qui manque en ce qui concerne les domaines d'innovation et leur influence sur les pratiques pédagogiques. Par contre, c'est mon truc, c'est un de take-away. C'est la question qu'on se pose maintenant, c'est pourquoi est-ce que dans certains contextes ça se passe et dans d'autres contextes ça ne se passe pas. Et la deuxième question, c'est quand est-ce qu'il faut mettre le paquet pour avoir un impact, parce que la plupart des gens innovent. Innovation, c'est un peu partout. Et là, c'est pas mon modèle, mais c'est un truc que j'aime, dans la mesure où ce qu'il faut comprendre en vérité, quand on écoute les gens parler de leurs exemples et tout ça, c'est que tout le monde est dans un système social, tout le monde a un contexte. Et si on ne connaît pas son propre contexte, on ne peut pas vraiment agir. Et ce contexte-là, bien sûr, est son contexte d'éducation, il y a la culture, il y a la technologie qu'on utilise, il y a toutes les régulations qu'on a en place, et c'est souvent à un niveau université-région.
Puis il y a un genre de ce qu'on appelle un landscape, c'est-à-dire un socio-economical landscape. Ça peut être national ou régional. Et je vous ai donné un exemple de socio-economical landscape de Singapour. Donc c'est très important de savoir ça pour la simple raison que quand on développe Serious Games ou d'autres technologies innovantes, souvent on est là. Et on essaye de les intégrer, on essaye de les étudier, on essaye. Et le plus important de ce diagramme de comprendre, c'est les gens qui réussissent vraiment à innover constamment, ils doivent vraiment faire en sorte de faire bouger les choses un petit peu. Parce que si ce système-là ne bouge pas, les chances d'une intégration, d'innovation seront vraiment minimes. Donc, pour exemplifier, à Singapour, la raison pour laquelle ça change, c'est parce que les gens vieillissent. Parce qu'il y a un changement, par exemple, un new model of care. Par exemple, employability, le rôle du digital est très important. Donc, ça fait bouger les choses, et c'est à ce moment-là qu'il faut justement agir et si on essaie si le système ne bouge pas, c'est-à-dire on a un système statique, en vérité, en gros, on perd son temps. Donc, non, pas comme académique. On peut publier, on peut faire des beaux papers, on peut faire des études sympas, on peut faire des needs analysis. Bon, c'est bien. Mais souvent, le problème. Et c'est ça qui est, je trouve, très intéressant. Donc, il y a deux facteurs qui sont intéressants. Premièrement, je trouve que c'est très important de continuer à innover, à développer des solutions, à avoir des projets. Parce que si on ne les a pas, c'est quand ça bouge, il n'y a rien. On fait du shopping, on va chercher ailleurs. Mais il faut vraiment être attentif aux phases de transformation. C'est là où on peut avoir un impact. Parce qu'après, au bout d'un moment, ça se stabilise encore une fois. Donc c'est un peu un modèle qui montre un peu pourquoi, dans certains cas, la même technologie, quelles que soient les publications, tout ce qui est effective study, ça marche dans un contexte et dans un autre. C'est souvent parce que les opportunités ne sont pas présentes. Et on peut provoquer ça, on peut faire des change de policy, mais c'est une grosse expérience pour nous. Dans le domaine de Serious Games, ce qu'on a fait, c'est justement, on a pris en considération que si on veut travailler dans ce domaine-là, on ne peut pas commencer sans inclure tous les partenaires. On ne peut pas faire juste d'académique, ou juste du clinique, ou juste d'industrie. Donc ce qu'on a fait, c'est que, j'étais content d'ailleurs, après quelques mois, on a rassemblé tout le monde. Les politiciens, les cliniciens, les académiques, et on a lancé un centre qu'on a appelé Games for Health Innovation Center. Et pour faire en sorte que ça survive et que c'est qu'on a inclus l'université, on a inclus l'école de médecine, mais on a aussi inclus tout le cluster central que je vous ai montré, c'est-à-dire le système de santé, comme partie prenante de ce centre. C'est-à-dire, c'est pas souvent dans d'autres contextes que j'ai visités, on a le côté académique qui essaie de vendre quelque chose au côté de santé, c'est-à-dire il y a un mur entre guillemets. Là, ils sont partie prenante dès le début et ça crée une dynamique différente. Alors, ce qu'on fait, c'est que on prend le public health sector, c'est le secteur public, hein, c'est pas privé. Ils sont partie prenante, donc ils arrivent avec la perspective de santé. C'est une mindset qui est différent. Et le côté académique qui vient avec un côté new knowledge, new research. Et ce qu'on fait après, c'est qu'on commence ce qui se passe après, c'est que deux choses. C'est que nous, on peut se concentrer sur ce qu'on appelle les Medical Education Outcomes, les outcomes éducationnels, mais en même temps, on est obligé de décrire quels sont les outcomes de health. Donc, on ne peut plus disconnecter ces deux aspects-là dans tous les projets. Comment on a fait après ? Après, on a juste fait du mapping. On a vu quels sont les domaines d'excellence dans notre cluster et quels sont les domaines d'excellence académique. Et on a fait petit à petit, on les a rapprochés pour arriver à, par exemple, ce qu'on a découvert, c'est que le vieillissement est un gros problème. Et après, on est arrivé à choisir des domaines centraux au travail. Donc, pour le moment, on a priorité l'apprentissage sur tout le domaine. On a population health, c'est-à-dire qu'au niveau de la population, pas une spécialité, et mental health. C'est trois domaines. Priorité, ça veut dire qu'on n'a pas fermé quoi. Mais dans le financement et tout ça, on essaie de ramener tout le monde sur trois domaines pour avoir une critical mass plutôt que d'avoir tout le monde allant dans tous les sens.
Et puis en même temps, on a mis en place une plateforme, donc plateforme pour supporter justement ces efforts. Donc on a centralisé ça, et ça on l'a décentralisé. C'est-à-dire ça, c'est tout le monde peut démarrer ces projets-là, mais ça c'est resté centralisé, ce qui veut dire tous les validation process, toutes les technologies, tous les trials, les partnerships et tout ça, pour justement rester en phase. On a aussi des efforts qu'on fait Cochrane, donc la recherche s'est mise en place, c'est Cochrane Reviews, donc on va bientôt lâcher un Cochrane Game-Based Learning, donc on n'est pas juste fermé sur nous-mêmes, et ça c'est des efforts qui sont intéressants. On a commencé à aller sur le terrain, mais alors vraiment sur tous les niveaux, tout le cluster. On envoie beaucoup d'étudiants en médecine d'ailleurs, qui font leur projet des 6 weeks, qui font des field studies, design-based research studies, qui commencent déjà à voir, ça c'est l'exemple d'un de mes étudiants qui a un portfolio de différents jeux Serious Games, et qui commence avec des gens âgés, je pense qu'il avait 90 ans, commence à voir les types d'interactions, étudier dans leur contexte. Donc il va chez eux, traduit tous les questionnaires en chinois, en malais, en trucs. Donc vraiment, il y a un travail de fond qui se fait. Et ce travail est synthétisé et donné à tous les gens qui commencent à développer des serious games à Singapour. On a fait beaucoup de trucs sympas, on s'amuse aussi un petit peu, on teste des trucs. Ça c'est pas une photo de Singapour, mais c'était pour faire revivre le passé. On leur montrait le Singapour des années 50, 60. Donc en termes de collaboration, ce qu'on a, je pense que c'est un peu partout, c'est pas seulement à Singapour. Ça vous montre, hein, c'est assez standard. Notre expérience, c'est que la plupart des gens sont ici. Donc la plupart des gens dans le domaine Serious Games, ils font ce qu'on appelle prototyping. Ils ont une idée, ils font un petit prototype, un truc. Et ça, c'est aussi à Singapour. Il y a des centaines de jeux. Mais en vérité, la plupart des gens s'arrêtent ici, c'est-à-dire que souvent ils publient, ou bien ils font une démonstration, ils font un truc, une promo, puis après ils repassent, ils font un nouveau. Nous, ce qui nous intéresse dans le centre, ça serait de vraiment faire en sorte que les jeux sont validés à travers des trials. Pourquoi ? Pour permettre justement à l'industrie d'être intéressée. Donc on travaille de ce côté-là, on aide ces jeux à se maturiser, à faire leur business case, à arriver à un niveau où on peut faire des trials, et en même temps on travaille avec l'industrie pour qu'ils viennent se rencontrer au milieu et reprendre ces jeux-là et les industrialiser. Ou bien il y a des spin-off companies et tout ça. Donc le gros du travail de ce centre, c'est ici. En vérité, c'est pas vraiment faire du développement. On fait des petits trucs juste pour tester nos process, mais c'est d'être ici. Ce qui fait qu'en vérité, beaucoup de gens s'approchent. Donc c'est une autre manière de dire. Normalement, la plupart des gens créent leurs propres jeux. Nous, on est plutôt là-bas pour valider les jeux et pour attirer les financements. Donc retour à l'Asie. L'Asie est très active en niveau de Serious Games. À part Singapour, il y a Vietnam qui est vraiment très active, même s'il ne publie pas. Il y a Taïwan, la Chine, qui a maintenant des gros consortiums de jeux, qui est en train de venir très très fort vers l'Europe aussi dans le domaine de l'éducation. Le Japon est très avancé, mais ils sont assez fermés vers eux-mêmes. La Corée du Sud est très très active dans ce domaine. L'Australie est très très active, surtout dans le côté académique et recherche. Et la Thaïlande. Où est-ce qu'il y a la Thaïlande ? La Thaïlande ici. Puis après, et l'Inde, absolument. Et puis il y a ce que j'appelle des pays receveurs, comme Myanmar, Burma, Laos, qui sont plutôt des contextes de tests, mais qui n'ont pas un truc... qu'est-ce qui se passe ici ? Latest, ok. Right. Ok, merci alors. C'était un aperçu un peu de l'Asie, ce qui se passe en Asie. Un grand aperçu, effectivement. Un grand aperçu, effectivement. Ouais. Je peux parler. Oui, mais comme c'est enregistré, et en fait, ça va passer en boucle. En fait, ce que je n'ai pas dit à Nabil, c'est qu'on va la passer en boucle dans tous les ordinateurs des enseignants de l'université. Oh my God. Oh mon Dieu. Donc, si nous disons des bêtises, donc c'est fini, nous sommes morts. Ah, c'est bon. Donc, Nabil, un grand merci pour la présentation et puis la façon dont tu as eu la capacité de nous faire changer de niveau à plusieurs moments. Et je trouve que c'est fondamental, c'est-à-dire sur des processus d'innovation tels que tu as présenté là, d'avoir cette capacité d'envisager des choses d'un niveau très macro,
puis de descendre jusqu'au neurobiologie, quoi, quelque part. Et d'à chaque fois, en fait, arriver à se repositionner, et puis arriver à construire, derrière ce que tu as montré, en fait, un modèle économique. Alors la question que j'ai, en fait, est beaucoup plus pédagogique. Ouais. C'est-à-dire que là, ce que tu disais à un moment donné, c'était que, en fait, on se retrouve avec deux acteurs possibles pour l'enseignement, soit l'expert, soit le facilitateur. Ça veut dire que derrière, par rapport aux étudiants, donc on les met en situation d'apprentissage à travers le jeu, un certain nombre de choses, et avec un acteur qui va faciliter en fait cet apprentissage. Comment vous avez bougé les lignes en termes de répartition de cours plus traditionnels, ou en tous les cas, comment se fait l'apprentissage concrètement? C'est-à-dire que comment les étudiants, quel est le temps qui va être donné sur le planning, sur la semaine, etc., ou sur les sessions aux étudiants, pour qu'ils fassent cet effort, je suppose préalable, d'apprentissage avant de pouvoir passer à la pratique? Ou est-ce que vous faites la pratique avant? Comment ça se passe? Ça c'est une excellente question. J'en avais pas parlé parce que c'est 1 heure sur ça. En médecine, ce qui est bien en médecine, c'est qu'il y a competency-based education. Donc on est parti d'un competency framework, c'est commun partout, il y a CANMED. Ça c'est le blueprint de tout le programme. Et après, on a instancié ça dans un curriculum map, c'est-à-dire tous les cours sont codifiés avec learning objectives, les cours, les examens, tout est codifié. Donc on a le cœur du système, si on va côté technologie, c'est un curriculum map qui contient tout. Et puis il y a une équipe de quality improvement qui s'occupe en fond. Donc ça, après, ce qui se passe, c'est l'interaction maintenant entre l'étudiant se fait de différentes manières. Il y a les cours de team-based learning qui ont des cours collaboratifs, mais eux commencent avant, c'est-à-dire je vous ai montré la phase physique, mais il y a une phase de préparation qui est nécessaire parce que quand ils arrivent au cours, le premier truc qu'ils font, c'est un test individuel. Mais le but, c'est un test formatif. Le but, c'est de voir leur acquis, et donc ça devient une partie nécessaire pour eux de se préparer. Puis après, pour le côté social qui est intéressant en TBL, c'est qu'ils sont obligés de refaire le test en groupe. Et on a fait des études, on a montré déjà un gain de knowledge juste entre les deux. Donc il y a quand même un processus, c'est pas juste... et il y a déjà le fait de travailler en groupe, c'est une manière naturelle de discuter, de s'échanger. Et il faut dire que c'est intéressant comment on a groupé les gens aussi. On a un mécanisme de groupage en fonction des profils précédents. Et après, ce qui se passe, c'est que la plupart de la session est une phase d'application. C'est-à-dire, c'est pas juste... donc ça, je vous parle la première heure. Après, le reste de la journée, c'est une phase d'application. On a créé ce qu'on appelait Application Exercise. Et c'est là où on a introduit Serious Games. C'est là où on a introduit Virtual Patient. C'est-à-dire, ils doivent appliquer. Donc, ce qui fait que tout ce qu'on fait est déjà intégré. On ne fait pas du complémentaire. Ça ne marche pas du tout. Du facultatif. C'est-à-dire, le schéma est... mais c'est juste le rôle si on a un prof. Le rôle d'un prof. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a centralisé les facilitateurs. On a ce qu'on appelle un training. Eux, c'est par exemple l'école de médecine de Nice. Ces facilitateurs peuvent faciliter n'importe quelle matière. Ils ne sont pas en surgery, ils sont des pédagogues. Ils sont des gens qui ont compris le processus de TBL, qui connaissent les learning objectives. Leur but est de faire passer l'étudiant par les phases. C'est une phase assez... Mais on a aussi d'autres learning activities, on a simulation, on a en practice, donc il y a le truc. Mais le prof, par exemple Pascal, s'il est spécialiste en risk management, il doit être présent dans le cours, mais il ne fait pas bouger le cours. Il est à côté et les étudiants l'appellent au besoin. C'est cool, ça. Donc souvent, oui, il l'appelle. Et ce qui se passe, c'est que dans la flexibilité, c'est que pendant Application Exercise, il y a du data qui est collecté tout le temps, parce que les scores, et toi, tu pourras voir quelles sont les misconceptions. Donc tu te prépares déjà. Donc souvent, il peut y avoir des mini-lectures, mais c'est seulement sur le concept qui n'a vraiment pas passé après tous les procès. Donc à la fin, tu es appelé, et par exemple, et c'est bien pour un prof, parce que là, tu peux vraiment jouer ta carte, tu joues ton expertise, tu n'es pas là en train de faire tes slides jour et nuit. Donc c'est très apprécié par les profs, parce que ça les pousse à un niveau très élevé de leur connaissance, plutôt que de trucs basiques. Donc c'est la combinaison. Donc c'est un modèle pédagogique, c'est pas. Mais on a aussi simulation-based experiential learning, on a aussi les placement clinics. Alors pour faire bouger le tout, on a ce qu'on appelle e-portfolio. Donc on traque aussi
on a différents systèmes qui fait qu'on peut traquer l'apprentissage et on peut faire un suivi. Donc on n'a jamais de surprise au niveau des examens. On sait exactement qui va bien marcher, moins bien marcher. On n'est pas surpris. Ce qui devrait être le but de l'activité, c'est juste... Donc il y a toujours beaucoup de formatifs, il y a du summatif, mais souvent c'est juste parce que c'est les régulations qui nous obligent à faire ça. Et ça fait que les étudiants deviennent très engagés dans le processus, puisqu'ils voient leur apprentissage. Donc notre prochaine étape à nous, ce qu'on a découvert après ça, c'est qu'on est en train de travailler avec AI pour avoir individualisé, personnalisé l'apprentissage. C'est la phase maintenant de développement. Est-ce qu'on peut personnaliser le feedback et la réflexion pour chaque apprenant à un niveau, c'est là notre domaine de recherche. Et pour nous, Serious Games a deux buts. Un but activity, learn activity, mais aussi un moyen de collecter plus de data sur le niveau de compétence de la personne. Donc c'est un double but. C'est pas seulement juste de fun or engaging, tu vois. Et dans le domaine des serious games, il y a deux préférences. Il y a les gens qui veulent plutôt en faire comme un clinical simulation plutôt, et puis il y a les autres qui sont... On bataille encore. Le côté performance, on tire les gens vers de clinical simulation gamified, et puis il y a le fun. Par exemple, dans le fun, c'est très populaire dans tout ce qui est professionalism, ce qu'on appelle les soft skills. Là, on a vraiment du succès dans les games ou le gameplay, tandis que les hardcore, c'est plutôt performance serious games. Donc, étape par étape. Donc, on travaille étape par étape. Oui, Isabelle. Take it. Or leave it. Take it or leave it. Oui, merci beaucoup, Nabil. C'est vraiment... moi, c'est des choses que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vraiment impressionnant. D'un seul coup, là, ce matin, j'arrive et je me rends compte qu'il y a tout ça à Singapour. Donc, merci beaucoup déjà pour cette découverte. Et j'avais pas forcément beaucoup de questions. Là, les deux qui me viennent, c'est juste, est-ce que tu pourrais revenir sur l'avant-dernier slide, sur l'entonnoir, là, où tu nous as parlé de... Voilà, celui-ci. Parce qu'en fait, de là, j'arrive pas à lire la fin de ton... Lequel ? Les deux derniers, en fait. Voilà. Ah oui, ça c'est une excellente question d'ailleurs. Ce qu'on a découvert, c'est que, c'est qu'on peut pas lâcher vraiment nos projets. Je veux dire, ici, c'est en vérité, on est très fort en académie, on analyse, on peut itérer, bien sûr. Mais en vérité, ce qu'on a découvert, et ce qui est très important, quand on a vu Review of Literature, ce qui ne marche pas, c'est qu'on est obligé de suivre les projets jusqu'à ce qu'ils se commercialisent. Donc cette phase-là, c'est une phase d'implémentation poussée, où il y a ce qu'on appelle un business plan sustainability. C'est-à-dire, ça peut être de différentes manières. Mais ici, c'est ce qu'on appelle maintenance. C'est-à-dire, une fois que le jeu est en place, et ça c'est très pertinent pour nous dans le domaine éducatif et santé, c'est que le game doit évoluer, continuer à évoluer. Il n'y a pas de... mon expérience, la plupart du temps, c'est que ça ne se fait pas. On arrive à une version, puis après, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça, c'est plutôt, le skill set de l'industrie. Ils sont très forts dans ce domaine-là, et c'est pour ça que nous, on essaie plutôt d'accompagner le jeu et d'essayer de trouver. On travaille avec des grosses boîtes, globalement compagnies, des petites. On essaie d'encourager les compagnies à se créer, parce que Singapour est très finance souvent les compagnies, les smaller companies, mais c'est ça les deux derniers. C'est juste pour montrer que on s'arrête pas là, on s'arrête pas à l'implémentation. Il y a comme les paquets que vous avez, la Tech It, il faut toujours améliorer tout ça, mais aussi une commercialisation qui nécessairement Grenoble ne peut pas faire. Il y a des compagnies qui sont spécialisées pour le support, et ça, dans ce domaine-là aussi, on a besoin de travailler avec ça. Oui, tu veux dire en plus pour la diffusion ensuite. Voilà, la diffusion, le support des utilisateurs. Je ne pense pas que c'est dans le domaine académique. Nous, on est dans plutôt l'innovation, idéation. On peut pousser ça jusqu'au moment où ça devient un produit. Mais il faut préparer ça. Parce que ça revient comme du financement. C'est du financement. Hein. D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile que de poser une demande à l'Union européenne ou tout ça. Hein. Non, mais sincèrement, c'est un portfolio de financement. Mais aussi, c'est une manière de montrer l'impact. Les gens nous demandent de l'impact. Et dernière question, mais du coup, je pense que j'ai ma réponse. Vous n'avez pas de Tech It, c'est-à-dire vous n'avez pas de jeux de plateau, cartes et autres, c'est forcément des jeux du coup en ligne.
Alors, ce qui est très populaire, c'est digital, oui, parce que la pénétration mobile est à presque 100%. Donc, ce qui marche sur tous les mobiles. Les consoles marchent encore un peu, mais c'est pour des jeux spécialisés où il faut un hardware. Mais ce qui va être étonnant, c'est que quand on a fait une étude, le jeu de cartes, c'est pour ça que j'ai demandé, le jeu numéro 1 en Asie, c'est le jeu de cartes. On n'a pas encore travaillé ça, mais dans certains domaines, c'est intuitif de jouer aux cartes. Donc on n'a pas encore développé ça, mais on a commencé à penser que tout ne doit pas être digital, mais on n'a pas vraiment travaillé. C'est une question de distribution, c'est plus facile. Mais en vérité, culturellement, le jeu de cartes est le jeu numéro 1 en Asie. Merci beaucoup. Donc, non seulement on n'a pas commencé à 7h30, mais en plus on a pris un retard fou, et donc Eliane, elle doit être... Oui, je voulais juste savoir par rapport à l'accompagnement et aux industries dont vous parliez pour les serious games, est-ce que vous aviez des professionnels des industries dans le jeu vidéo qui étaient intéressés ou pas du tout? Est-ce que dans les entreprises qui sont capables d'investir dans ce genre de serious game liés à la santé, est-ce que vous avez eu des grandes enseignes du jeu vidéo ou pas du tout? Voilà. Parce que comme je travaille dessus, j'ai remarqué qu'ils n'étaient pas du tout investis en France, ou même en Europe, je pourrais dire. Est-ce que c'est le cas aussi Ok, moi je trouve que c'est une excellente question, j'en ai pas parlé. C'est aussi un aspect qu'on pense différemment. Serious Game, pour moi, le partenaire principal n'est pas obligatoirement les compagnies de jeux entertainment. Pour la simple raison que c'est une grosse industrie, mais c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Ce qui est bien, c'est que Singapour, c'est un peu le hub de l'Asie. Donc toutes les grosses boîtes ont leur siège. Donc Apple, Microsoft, ils ont tous leur siège en Singapour. Donc c'est facile d'approcher. Mais la façon dont on réfléchit, c'est je ne pense pas que notre relation doit être avec Entertainment Games. Non. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on a disséqué en trois. Il y a le côté data, et là, on approche les compagnies qui sont fortes en data science. Il y a le côté algorithme, et on approche les compagnies qui sont fortes en algorithme. Et il y a le côté interface, et on approche les gens qui sont innovatifs dans le domaine interface. Donc, on les a coupés en trois. Et puis, en ce qui concerne l'investissement, Serious Game, c'est comme un autre produit, hein. Il n'y a pas de différence. Donc on a cassé ça en petits morceaux pour justement ne pas être dépendant d'une grosse boîte et se retrouver en train de... Ces boîtes d'entraînement sont tellement grandes, ce n'est pas leur priorité de faire de l'éducation, encore moins de la santé. Ils sont dans... le seul domaine, quand j'ai discuté avec Anna, le seul domaine potentiel qui les intéressait, c'est « how to make games healthy ». C'est le health aspect de games, possibly. Mais je pense que notre approche a été de... Il y a même une grosse boîte française, mais c'est plutôt pour le training, plutôt pour s'inspirer des design practices, des trucs, les plateformes de développement. Donc il y a un dialogue qui se fait, mais je pense que ce n'est pas la bonne approche de mettre tous ces œufs dans le même paquet. Merci beaucoup Nabil. C'est des questions juste... oui, je pense qu'on va peut-être passer aux questions, mais après à la pause, on va...